Tout d'abord, merci beaucoup pour votre écoute. Et nous voilà au milieu, tout de suite au cœur de mon intervention. Pourquoi ? Parce qu'une façon socialement répandue pour exprimer sa gratitude envers quelqu'un est la formulation d'un remerciement. Merci. Et parfois, on entend même « merci beaucoup ». Nous remercions quelqu'un pour un service rendu, disons merci pour le cadeau offert, et aussi à la dame dans la rue qui nous a donné un renseignement ou simplement pour un souhait que l'autre nous a adressé. Je vous souhaite une très bonne année, dit l'un, et l'autre répond merci de même. Au niveau communicationnel, le merci renvoie au domaine de la morale parce qu'il exprime un jugement social concernant l'action d'un autre. Dans les exemples que je viens de citer, le merci ne vient qu'après le bienfait. L'autre a donc bien fait et nous le remercions. S'il avait mal fait, on aurait pu s'indigner, l'insulter, d'autres formes de communication morale. Le merci est, en tout cas dans les exemples donnés, une réaction après coup. Il rend en quelque sorte ce que l'autre nous a donné, au moins symboliquement. C'est bien dans cette logique que Nietzsche nous présente le remerciement. Le remerciement, comme l'indique son origine latine merces, ce qui veut dire prix, salaire, récompense, mais aussi le nom du métier mercier, par exemple, venant de l'ancien français mers pour marchandise. Donc le remerciement sert à payer une dette, à rééquilibrer les comptes entre le bienfaiteur et le bénéficiaire. Le merci est la récompense pour le bienfait, et donc dans l'aphorisme 44, c'est bon, merci. Dans l'aphorisme 44 de son livre « Humain, trop humain », Nietzsche décrit la gratitude qui est traduite, donc il parle de Dankbarkeit en allemand, gratitude, qui est traduit par reconnaissance. Donc le mot, on a déjà, quand on a échangé sur cette intervention, le mot gratitude en français est très peu utilisé, alors que par exemple en allemand, on parle très facilement de Dankbarkeit. Je suis reconnaissant, ich bin dankbar. Donc je vous laisse le soin de lire rapidement pourquoi Nietzsche parle de la gratitude comme une forme adoucie de vengeance. Donc c'est une forme adoucie de la vengeance s'il n'y avait pas la satisfaction de la reconnaissance, donc de la gratitude, Dankbarkeit. Le puissant se serait montré impuissant et désormais passerait pour tel. Donc si nous suivons cette logique, nous voyons que celui qui accepte un bienfait se rend redevable. Et on dit bien à quelqu'un qui nous a sauvés d'un danger, j'ai une dette envers toi. Donc l'aide ou l'aider devient, pour ainsi dire, coupable d'avoir accepté de l'aide. Et en même temps, grâce au remerciement, on peut s'excuser. En allemand aussi, entschuldigen, la Schuld, la culpabilité. Donc entschuldigen veut dire enlever la culpabilité. Enlever ou pardonner les fautes de l'autre. Et donc ici, je reprends volontairement la citation que Jean-François nous a donnée de Jacques Derrida, qui va dans ce sens. On doit a priori donc demander pardon pour le don même. On doit avoir à se faire pardonner. Non, on reste sur l'autre. Merci. On doit avoir à se faire pardonner le don. Parce que, pourquoi ? Dans quelle situation le bienfaiteur
a-t-il mis le bénéficiaire? Il l'oblige à la gratitude. C'est finalement cette situation que Nietzsche nous décrit dans l'aphorisme 330 intitulé « Remerciement ». Une âme délicate est gênée de savoir qu'on lui doit du remerciement, une âme grossière de savoir qu'elle en doit. Donc pour résumer, cette vision de la gratitude, elle est le résultat, la réaction après coup d'un bienfait dont nous avons bénéficié. Elle paye notre dette envers l'autre et rééquilibre les comptes car elle nous excuse. Merci, dit-on. Je voudrais maintenant brièvement présenter une autre version de la gratitude qui défend l'hypothèse que la gratitude ne peut pas être résumée en s'appuyant sur la logique de la récompense. Il s'agit, si vous voulez, d'une certaine réhabilitation de la gratitude. Donc, Georg Simmel, un sociologue que je dois toujours citer quand je fais une intervention, donc je m'appuie sur lui, il s'intéresse à la gratitude parce qu'elle complète le fondement des relations sociales qui sont avant tout d'ordre juridique, en tout cas dans la modernité. La gratitude ne renvoie pas à un contrat qui obligera de rendre ce qu'on doit à l'autre. Donc ce n'est pas un échange d'équivalent. Dire un vrai merci, c'est d'ordre éthique. Contrairement à la relation sociale rendue possible, par exemple, par l'échange monétaire, donc l'échange monétaire où on se connecte et déconnecte rapidement avec l'autre, la gratitude fait perdurer la relation même là où les acteurs ne se trouvent plus face l'un à l'autre. Même là où le bienfait concret dont la gratitude est le résultat a déjà été commis, celui-ci reste présent en nous. La gratitude est donc l'ancrage de la relation à l'intérieur de l'âme, dit Simmel. De plus, la gratitude ne se réfère pas au contenu concret du bienfait, parce que si elle faisait cela, nous reviendrons à la logique de la récompense. L'homme, nous dit Simmel, n'est cependant pas le marchand de lui-même. Ses qualités ne sont pas exposées devant lui comme sur une table de vente. Ce qui importe est que l'homme, en donnant même une toute petite chose, peut se dévoiler, se révéler totalement à l'autre. Donc nous sommes reconnaissants parce que l'autre s'est fait connaître. Le merci beaucoup, donc la manifestation de notre gratitude, ne fait pas référence, par exemple, à la décharge d'un sac lourd ou à l'indication du chemin dans une ville qu'on ne connaît pas. Le remerciement que nous adressons à l'autre se réfère au don de sa personnalité, au dévoilement de son intériorité. Donc, selon cette vision simmelienne, le simple merci devrait être interprété, traduit par « Merci de m'avoir montré quel homme tu es ». Chez Paul Ricoeur, qui traite la gratitude sous le terme de reconnaissance, dans la partie 3 de son livre « Parcours de la reconnaissance », nous ne sommes pas reconnaissants parce que l'autre s'est fait connaître, mais plutôt parce qu'il nous a reconnus. Ricoeur part d'une analyse du don, en s'appuyant sur Marcel Mauss. En recevant un don de l'autre, un cadeau par exemple, nous faisons l'expérience de reconnaissance. Nous nous sentons reconnus. Bien entendu, ça dépend de la qualité du cadeau. Et Ricoeur pointe, ça fait rigoler, mais Ricoeur pointe très bien la problématique des produits issus de la production de masse. Ceux-ci ne sont que, pour lui, des objets morts.
Donc comment peut-on témoigner la reconnaissance envers l'autre en lui offrant un objet mort? Et comme le dit très justement Théodore Adorno, un autre sociologue philosophe que je dois quasiment toujours citer, et donc je le fais aussi, ils le disent dans un petit texte intitulé « Ni repris, ni échangé ». Donc je cite « Offrir, c'est prendre du temps, c'est prendre le plaisir à faire plaisir, en imaginant le bonheur de celui auquel on fait un cadeau. Ça veut dire choisir, y passer du temps, faire un détour, penser à autrui comme un sujet. C'est le contraire de la distraction. Voilà justement ce dont presque plus personne n'est capable. Dans le meilleur des cas, les gens offrent ce dont ils auraient eux-mêmes envie, en un peu moins bien. Ces dépersissements, c'est ça, dépersissement du don se traduit dans la sinistre invention des articles cadeaux qui veulent dire simplement qu'on ne sait pas quoi offrir parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment envie d'offrir. Fin de la citation. Donc ainsi, le « merci beaucoup » en dehors d'une formule de politesse, en dehors de la vie d'un sujet maté, fait référence à l'objet offert. Mais ceci uniquement dans la mesure où l'objet donné arrive à exprimer la reconnaissance de l'autre en tant que sujet. Pour résumer également cette vision de la gratitude, elle est la suite d'un bienfait et pérennise la relation en l'intériorisant dans l'âme, soit parce que l'autre s'est dévoilé, nous a donné à voir sa personnalité, son intériorité dans la version de Simmel, soit dans la version de Ricoeur, grâce au don, nous faisons l'expérience de reconnaissance, nous nous sentons reconnus. Merci, dit-on également ici. Donc, ce petit survol de quelques approches de la gratitude m'impose, si j'ose dire, la question suivante. Y a-t-il nécessairement gratitude quand il y a remerciement? Et donc, une première réaction serait peut-être, mais oui, bien sûr, parce que si on prend un exemple, même quand le merci est intégré dans un refus, voudriez-vous du sucre pour le café? Non, merci. Le deuxième énoncé va au-delà du refus de la proposition, et ceci justement à cause du merci. Ceci, donc le merci, se réfère à l'attention que l'autre nous manifeste. Pour étudier la question « y a-t-il nécessairement gratitude quand il y a remerciement ?» dans le temps qui me reste, je reviens tout d'abord au début de mon intervention où je disais « merci d'avance » pour votre attention. Donc ce phénomène social du « merci d'avance » ne permet-il pas d'accélérer notre analyse et d'affirmer le contraire de tout à l'heure en disant que, ben non, bien sûr, il n'y a pas nécessairement gratitude quand il y a remerciement parce que le merci d'avance en témoigne. Nous avons bien vu que le remerciement, aussi bien dans la version de Nietzsche que dans la version de Simmel et Ricoeur, n'est qu'une réaction suite à un bienfait. Mais comment serait-il alors possible qu'il y ait gratitude alors qu'il n'y avait pas de bienfait? S'il n'y a pas de dette, pourquoi devrait-on alors payer? Dans ce cas, il s'agissait d'une sorte de paiement d'avance qui créerait pourtant la dette uniquement dans l'autre sens. Alors, que fait ce merci d'avance? C'est la question qui va me préoccuper. Est-il réellement un remerciement anticipé? J'ai amené quelques exemples pour démontrer la complexité de ce phénomène qui est le merci d'avance. Le premier,
a été publié sur le site Twitter de la police nationale du Bas-Rhin suite aux attentats de décembre dernier. C'est lisible? Oui, c'est lisible. Donc le merci de, qui se trouve presque tout au début du texte, publié par donc, l'autorité ayant le monopole de la violence physique légitime, n'exprime en effet pas, c'est un terme sociologique, hein, c'est pas pour se moquer de la police. Hein. Donc, publié par l'autorité ayant le monopole de la violence physique légitime, ce merci, en effet, n'exprime pas un remerciement, mais une instruction, un ordre à suivre scrupuleusement, comme le dit le texte. Le merci de connote l'anticipation que la demande va être accomplie et non pas discutée. Le prochain exemple est un peu du même registre, donc sur votre droite. L'autocollant sur la porte à l'intérieur d'un bâtiment sur lequel est écrit « Merci de ne pas fumer », qu'on aurait pu aussi varier par « Prier de ne pas fumer », est en effet un rappel des règles par une formulation de politesse. Mais on aurait pu aussi écrire « Interdiction de fumer » ou « Défense de fumer », cela reviendrait au même. Donc en effet, dans ces cas-là, le remerciement par avance n'est pas l'expression d'une gratitude anticipée, mais plutôt une interdiction déguisée en politesse. Il y a donc un philosophe qui a un tout petit peu travaillé sur cette question du merci d'avance, Laurent Jaffraud, qui parle précisément de l'impolitesse du merci d'avance. Donc si on prend littéralement cette formulation, elle exprime une demande, voire un ordre, par une anticipation de la gratitude. Et la formule ouvre pour lui des questions relatives aux réactions à l'œuvre dans le contrôle des autres. Et un journaliste et chroniqueur du Figaro, Quentin Périnel, a écrit un petit texte sur le merci d'avance que l'on trouve selon lui très souvent au bureau et surtout dans les mails qui sont envoyés par les supérieurs hiérarchiques. Donc, par exemple, un manager qui va s'adresser à un de ses collaborateurs. Alors que cette formulation semble très douce, cette formulation « merci d'avance » est un ordre catégorique. Il ne laisse pas au destinataire le choix de répondre « non », comme ceci est le cas pour l'ordre donné par la police. Par exemple, un policier qui va dire « merci de quitter ce secteur » ne va pas répondre favorablement à quelqu'un qui dit « mais moi j'ai envie de rester ici ». Et à Strasbourg, moi j'habite à Strasbourg, je peux vous dire qu'il n'y avait personne qui avait envie de rester au centre. Donc le non, dans un tel cas, aurait probablement des conséquences négatives, voire très négatives, pour celui à qui l'on adresse la demande déguisée par le merci d'avance. Et maintenant, je vous présente quelques exemples dans lesquels le merci d'avance est à la fois accompagné ou plutôt introduit par des conditions et ce qui me semble très important, ces merci d'avance ne sont pas du tout formulés par un supérieur hiérarchique ou bien une autorité quelconque. Ça, c'est vraiment très important de garder ça en tête. Il s'agit d'un merci d'avance qui s'adresse à l'inconnu, à n'importe quelle personne qui croisera ou croiserait ces documents dans la rue. Donc j'espère que vous arrivez à lire. Finalement, les textes ne sont pas... Bon, on laisse sonner. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire. En tout cas, dans la photo, vous savez tout ce que c'est, j'imagine.
Donc dans le premier à gauche, en bas, si vous la trouvez, merci de me prévenir. Tout à gauche. Au milieu, si vous avez entendu, vu quoi que ce soit de suspect ou vous avez vu ce vélo, merci de bien vouloir nous contacter. Et dernier, tout à droite, si quelqu'un l'a vu, une faute, ou aperçu, merci de me contacter. Alors encore une fois, si vous la trouvez, merci de me prévenir. Si vous avez entendu, vu quoi que ce soit de suspect ou vous avez vu ce vélo, merci de bien vouloir me contacter. Si quelqu'un l'a vu ou aperçu, merci de me contacter. Donc dans le cas tout à gauche, la condition formulée avant la demande qu'exprime le merci d'avance précise qu'il faut uniquement poursuivre l'action demandée, donc prévenir, au moment où l'on est en possession de l'animal, ici un chien, et non pas si on l'a vu ou aperçu, comme c'est le cas sur les deux autres avis de recherche. Ce faisant, le propriétaire exprime qu'il ne souhaite pas recevoir des appels inutiles, ce qui fait que la demande formulée à la fin du document s'adresse finalement étonnamment à une seule personne, celui qui a trouvé l'animal. Alors que l'avis de recherche s'adresse à tous ceux qui s'arrêtent pour le lire et finalement à l'inconnu ou à ce qu'on pourrait nommer l'aidant potentiel. Cette dimension se manifeste assez bien dans les deux autres avis de recherche, tout en formulant les conditions dans lesquelles l'action demandée serait à suivre. Ces conditions restent assez floues et vagues. Je répète, donc si vous avez entendu, vu quoi que ce soit de suspect ou avez vu ce vélo, à ce moment-là, contactez-moi, ou si quelqu'un l'a vu et ou aperçu, merci de me contacter. C'est à la fois une condition, à la fois assez floue. Donc on pourrait dire que toute nouvelle, dans ces deux cas, serait une bonne nouvelle. On pourrait même s'imaginer un appel compassionnel qui ne serait pas refusé en disant « J'ai vu que vous avez perdu votre chien. J'ai simplement envie de vous dire que je compatis. J'ai moi-même un animal de compagnie auquel je tiens beaucoup et je comprends que cela doit être difficile pour vous. Si je peux vous aider, n'hésitez pas de me le dire. » On pourrait tout à fait s'imaginer un appel comme ça, même si ça arrive jamais. Peut-être. J'espère pour tous ceux qui perdent des animaux qu'il y a des gens qui appellent. Donc l'avis de recherche a en effet la fonction de mettre n'importe qui en capacité de contacter la personne qui a perdu l'animal ou l'objet. Mais il manifeste aussi, sans le vouloir peut-être, le lien entre le propriétaire et l'objet perdu. Il rend ce lien quasiment palpable et donne ainsi accès à l'intimité de celui qui l'affiche. Par exemple, dire le nom de son animal de compagnie. J'ai amené quelques exemples. Couette-couette, fifille, chou-fleur, chouquette, Jean, ciboulette. Ou, par exemple, ça c'est malheureusement sans doute pas très lisible, mais en fait, l'avis de recherche du milieu, la personne parle avec la voix de l'animal. Donc, je suis une... Est-ce que toi, tu arrives à lire ? Je suis une petite femelle, je me suis perdu, etc., etc. Ou, par exemple, exprimer, de bien connaître la psychologie de son animal de compagnie. Il est craintif, il est peureux, il est très câlin. Ou bien, comme c'est le cas tout à gauche, de rendre public le chagrin d'une petite fille ayant perdu son doudou et
tous les parents dans la salle peuvent s'imaginer le désespoir des parents face à cette situation d'avoir perdu le doudou. Et donc l'importance et la place accordée à une pouliche au sein d'une famille, tout ça, ce sont des témoignages intimes. C'est rendre public son intimité. Donc l'avis de recherche invite toute personne à assurer, éventuellement temporairement, la responsabilité de l'objet perdu. Il demande d'être différemment attentif au quotidien. Par exemple, merci de bien jeter un œil dans votre cave, peut-être il est enfermé là-bas. Et d'être aussi bienveillant à l'égard de l'objet trouvé. Ce n'est pas uniquement un appel à une forme de solidarité généralisée, mais aussi l'expression d'une confiance accordée, généralisée. Parce que ce que exprime l'avis de recherche est, peu importe qui tu es, cet être ou cet objet t'est confié et il m'est cher. Et je te donne ma confiance pour que tu le prennes en soin avec justesse. Oui, voilà, merci. Donc ce dispositif d'avis de recherche qui utilise le mécanisme de merci d'avance, qui est apparemment appliqué quotidiennement dans nos villes par un grand nombre de personnes qui ont perdu quelque chose, fait émerger une situation dans laquelle toute personne est considérée comme un aidant potentiel. Et cela aussi bien sous la forme grammaticale que du conditionnel. Grammaticale du conditionnel que celle du futur, pardon. Parce qu'il est impossible, c'est bien pour ça que c'est important de faire cette distinction entre les deux formes grammaticales, parce que c'est impossible, malgré tout indice sur l'avis de recherche, d'anticiper si et où, quand, l'autre tombera sur l'objet perdu. Donc le merci d'avance est, dans ces cas-là, non pas une instruction à suivre scrupuleusement qui ne serait pas à discuter, ce n'est pas non plus une interdiction déguisée en politesse et donc une impolitesse. Je fais l'hypothèse qu'il s'agit certes d'une demande, mais d'une demande de lien solidaire, d'une demande de reconnaissance d'une souffrance subie. Et la réponse à cette demande est déjà donnée, au moins en partie, au moment où l'inconnu a lu le texte jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, le remerciement anticipé renvoie en effet à la gratitude. Merci.